Bienvenue sur la TFM, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Jean-Claude Lestrade. M. Jean-Claude Lestrade est le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Vous êtes à Dakar, de passage. Vous êtes candidat au secrétariat général de la francophonie. Pourquoi? Pour servir. Pourquoi Dakar? D'abord parce que la francophonie, on a parfois tendance à l'oublier, est une idée africaine, est un projet africain. Elle est largement née ici, à Dakar, par l'impulsion du président Senghor, avec le président Houphouët-Boigny ou Bourguiba. Et comme disait Senghor lui-même, c'est une organisation qui a été créée sur les décombres du colonialisme pour s'approprier cette langue française, non pas comme un outil du passé, mais pour nous projeter dans l'avenir. Je suis candidat donc au nom de mon pays, Maurice, qui avec le Sénégal a des rapports anciens et même, on ne le sait pas suffisamment, des rapports de peuplement, puisqu'une partie de la population mauricienne est originaire du Sénégal. Et je le disais ce matin même au Premier ministre, qui le sait d'ailleurs, puisqu'il a visité Maurice à plusieurs reprises. Il y a même aujourd'hui un quartier de la capitale, Port-Louis, qui s'appelle Kanyolof. Et donc, il m'avait semblé utile, nécessaire de venir au Sénégal, d'abord pour me présenter la vision que je développe pour cette francophonie d'avenir, et aussi écouter ce que nos amis du Sénégal ont à dire, les attentes par rapport à cette organisation que nous voulons être une organisation à la fois de culture, bien entendu, qui nous aide à nous connecter au monde par le biais d'une langue que nous voulons internationale, mais nous voulons aussi qu'elle soit la force politique que le président Diouf a souhaité qu'elle demeure et qu'il a amplifié en vérité pour exercer ce qu'il a appelé lui-même un magistère d'influence dans le monde, mais aussi, et peut-être c'est l'aspect pas strictement nouveau, mais en tout cas c'est là-dessus que j'entends chercher à différencier la francophonie d'avenir, c'est une francophonie de l'économie. C'est utiliser cet immense espace francophone, ce potentiel énorme, et ce partenariat qui existe déjà entre le Nord et le Sud, au sein de la francophonie, pour projeter davantage la francophonie comme un outil de croissance et de développement. Moi, je crois justement, on a toujours reproché à la francophonie d'avoir été une francophonie politique, n'est pas concentrée sur une francophonie économique. Les pays du Sud et du Nord ont des rapports peut-être économiques, mais qui ne sont pas souvent très poussés. C'est juste. Encore que depuis le congrès de Kinshasa, nos chefs d'État et de gouvernement se sont posé la question de savoir des moyens à mettre en place pour que la francophonie s'adresse davantage à ces enjeux économiques. Et d'ailleurs, à Dakar, au prochain sommet, un rapport sera présenté. Mais il faut aller bien au-delà. Moi, de par mon expérience personnelle, parce que je viens d'un petit pays, certes, mais qui a quand même quelques grandes réalisations. C'est un pays qui, il y a encore quelques années, était parmi un des plus pauvres de la planète. Maurice avait un revenu par tête d'habitant de 400 $ au moment de son indépendance. C'était un pays à monoculture sucrière qui s'est développé notamment par le biais de l'industrialisation. Et dans une première étape, dans le textile, au point d'être arrivé au bout de quelques années seulement de promotion de l'industrialisation, absorber toute sa main-d'œuvre, au point d'en avoir à importer. On a importé la main-d'œuvre de Chine, de l'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh, aujourd'hui encore. Et quand je vois le potentiel, et notamment les ressources naturelles, et la principale ressource étant la ressource humaine de l'Afrique, je vois son devenir dans l'industrialisation, dans la capacité qu'elle doit développer à ajouter de la valeur à ces ressources plutôt que de les exporter telles quelles. Mais à la seule différence, chez vous, à l'île Maurice, il y a un consensus autour de l'essentiel. Beaucoup de pays africains et francophones, les gens ne s'entendent pas autour de l'essentiel. Il n'y a pas de plan pour développer leur pays sur lesquels ils s'entendent sur 20, 30, 40 ans. Et ça a été réglé chez vous. Je crois que sur l'essentiel,
il y a un accord, c'est sur les moyens que nous ne sommes pas toujours d'accord. Tous les chefs d'État et tous les pays de la région savent qu'il n'y a pas d'autre moyen que de développer l'économie par le biais de l'industrie. C'est le seul moyen pour créer de l'emploi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Où vont se trouver les emplois de notre jeunesse? Nous serons on se gargarise, nous serons à 500 millions, 800 millions dans 20 ans, dans 30 ans, mais comment allons-nous offrir des perspectives à notre jeunesse sans création d'emplois? Et comment créer des emplois sans créer des usines, des industries, petites, moyennes, grandes? Là-dessus, il ne peut pas y avoir de débat. Comment, à quelle vitesse, quel rythme, selon quelle stratégie, on peut en débattre. Mon idée serait de créer, au sein de la francophonie, une agence de promotion de l'industrialisation. J'avais même été approché il y a très longtemps dans notre vie par l'ONUDI pour aider à mettre en place cette agence de promotion de l'industrialisation. J'étais moi-même pendant quelques années ministre de l'industrie chez moi. J'ai eu un parcours ministériel très axé sur l'économique. À part de mes fonctions comme ministre des Affaires étrangères à des reprises, j'ai fait du tourisme, j'ai fait l'économie et le développement et j'ai fait l'industrie. Et je sais que c'est le seul moyen par lequel on peut faire développer, progresser un pays à partir du moment où on règle quand même quelques questions préalables. La question que vous posez, ce n'est pas tant la stratégie, mais les préalables. C'est-à-dire, est-ce que les conditions sont réunies pour attirer les capitaux privés, nationaux, internationaux? Est-ce que nos pays seront des États de droit? Est-ce que ce sont des pays capables de proposer de la stabilité? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aucun investisseur n'investira, qu'il soit national, qu'il soit, s'il n'y a pas de la stabilité, s'il n'y a pas la possibilité pour lui de prévoir un retour sur ses investissements dans le moyen et le long terme. Alors, tout ça est lié, tout est lié. C'est la raison pour laquelle, peut-être, je place, avant même cette question économique, comme priorité absolue, la question du respect de la gestion des diversités. Diversité ethnique, diversité linguistique, diversité culturelle, pour produire un environnement apaisé. Parce que tant qu'il y aura de la violence, tant qu'il y aura des conflits, tant qu'il y aura des haines qui s'expriment, il n'y aura pas de développement. Mais justement, la francophonie a plus joué à apaiser les conflits. On a vu son intervention en Guinée, on a vu son intervention en Afrique dans des foyers de tension, où il y a eu des élections qui sont contestées. Est-ce que vous ne risquez pas justement dans ces pays de la francophonie, surtout africains, qui sont minés par ces problèmes de gestion des pouvoirs politiques? Oui, c'est la raison pour laquelle il faut commencer par là. Je place cette question comme étant encore plus prioritaire que la question de la bonne gouvernance et du développement économique. Il n'y aura pas de développement en Afrique sans stabilité, sans cohésion sociale. Et la question clé, c'est la question du respect des diversités. Et c'est la mission fondamentale de l'OIF. C'est la mission que s'est donnée le président Diouf pour accompagner les nouvelles institutions. Nous avons besoin d'institutions plus que d'hommes, des institutions crédibles. Et nous voyons que les choses avancent, peut-être plus lentement dans certaines parties que dans d'autres. Mais nous savons aujourd'hui, le constat est fait, il n'est contesté par personne, que nous devons chercher les voies et moyens de régler cette question de gestion des diversités. C'est la raison pour laquelle moi je propose la création d'un observatoire de la diversité culturelle. Avant de nous préoccuper d'observer les indices économiques, sociaux et autres, sommes-nous des démocraties apaisées, chacun dans le respect de sa souveraineté? Là c'est la grande question. Des pays comme la République démocratique du Congo, qui font des millions et des millions de personnes, c'est un pays continent où les présidents viennent de terminer leur mandat, s'accrochent pour changer les constitutions, pour avoir notre mandat, le Burkina Faso à côté, entre autres. C'est des pays francophones. Et il y a un problème de gestion des pouvoirs politiques. Il y a certainement une question. Encore que moi, je ne suis pas focalisé sur cette question de changement de constitution pour allonger la durée des mandats.
On en parle. C'est important. C'est une question qui se pose au peuple africain. Dans certaines démocraties matures, ce n'est pas le cas. Tant que c'est la volonté populaire qui s'exprime, mais tant que c'est un cercle vertueux, tant que c'est pour avancer. Si c'est amender la Constitution pour conserver le pouvoir pour le pouvoir, sans que là sert l'intérêt de la population, oui, c'est grave, c'est un échec. On peut imaginer dans certaines circonstances, on a bien vu dans d'autres régions du monde, des présidents qui ont fait une longévité tout à fait remarquable, mais au profit de la population. Ce qu'il faut, c'est des règles de bonne gouvernance. Qu'il dure 2 mandats ou 3 mandats, n'est peut-être pas la question fondamentale, c'est la nature du mandat. Un mandat, pourquoi faire? De quelle manière on fait progresser sa population? Comment on apporte de l'éducation, de la santé, des perspectives à ces populations? Ça, c'est la question fondamentale. Et la première question, c'est est-ce que nous avons un mécanisme, un système, et qu'on développe une culture qui permet à nos populations de vivre dans le respect mutuel, peu importe nos différences, nos diversités langagières et autres. Parce que si ce n'est pas fait, tout le reste ne se fera pas. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de croissance. Donc je vois, on se gargarise de quelques chiffres de pays en croissance économique, mais bon, il y a beaucoup d'injustices dans certains cas. Moi je crains des Africains pauvres dans une Afrique riche. Hein. Et donc il faut que ça percole dans les populations. Et il faut que la francophonie, d'ailleurs, soit une francophonie des peuples. Il faut que les solutions que l'on propose soient des solutions qui apparaissent pertinentes à nos populations. Nos populations ont parfois l'impression que c'est une organisation un peu lointaine, institutionnelle, une espèce d'ONU bis, éloignée des préoccupations des gens qui se réunissent une fois tous les 2 ans, une espèce de grande messe, etc. Ce n'est pas vrai. La francophonie est capable, apporte déjà d'ailleurs une contribution, mais il faut que ce soit audible, qu'il faut que ce soit lisible à nos populations. Et il faut que cela porte sur des projets précis, concrets. Et le projet précis et concret sur lequel moi, si j'étais élu secrétaire général, je porterai toute mon énergie, et c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans, de développement, d'industrialisation, la création d'emplois. Oui, mais cela passe d'abord par une éducation maîtrisée dans nos pays. On constate qu'aujourd'hui, comme beaucoup de spécialistes l'ont dit, on ne peut pas se développer avec une langue étrangère. La francophonie, le français, c'est une langue étrangère. Ce n'est pas la langue des Sénégalais, ce n'est pas de la langue des Mauriciens. C'est des langues locales qui sont laissées en rade dans nos pays. Et les études ont montré que la plupart des jeunes, des enfants qui apprennent les sciences avec les langues nationales maternelles sont plus performants que dans la langue française. Nous sommes tout à fait d'accord. Et la francophonie, et justement, c'est la beauté de la francophonie. C'est cette matrice culturelle. La francophonie n'est pas une recherche d'imposer une langue, en l'occurrence la langue française, au détriment de tous les autres. La francophonie appelle au respect et à la diversité. La langue française est un moyen que nous utilisons pour nous connecter au plus vaste monde. C'est une langue parlée sur tous les continents. C'est une langue, à côté de l'anglais, international, capable de nous permettre de nous connecter au plus vaste monde, mais sans négliger, et ce serait une erreur capitale, nos propres langues, nos langues maternelles. Mais il est considéré par beaucoup d'adversaires africains comme étant une langue coloniale. Mais comme disait Senghor, bien sûr que c'est une langue que nous avons récupérée sur les débris du colonialisme, mais que nous avons fait nôtre. Ce n'est pas votre langue maternelle ni la mienne, mais nous sommes très heureux de pouvoir communiquer dans cette langue et de communiquer à l'ensemble de vos auditeurs. Nous aurions des difficultés si je cherchais à communiquer en créole à vos auditeurs et vous dans votre langue. Parce que les efforts n'ont pas été faits par le gouvernement dans les langues nationales qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé, toi et moi, de parler français. Non. Si on avait appris à nos enfants nos langues nationales, on ne serait pas là. Oui, mais si vous apprenez à vos enfants que vos langues nationales, et les biens, que la langue nationale de mon pays, où est la langue pont, où est la langue qui va nous permettre à nous, venant de contrées différentes, de communiquer. C'est ça, c'est un outil. Il ne faut pas avoir des états d'âme vis-à-vis des langues. Et c'est l'expérience mauricienne. Nous, comme vous le savez sans doute,
Maurice est un pays qui a été colonie britannique. Ensuite est devenu colonie française. Quand nous sommes devenus colonie française, nous n'avons pas abandonné l'anglais. Nous avons gardé les deux langues. Et c'est aujourd'hui deux langues internationales qui permettent aux Mauriciens de s'intégrer à la mondialisation, de communiquer dans le plus vaste monde. C'est la langue des affaires, c'est la langue de la culture, c'est la langue de la communication. Mais nous avons notre langue maternelle, qui est le créole, qui est le ciment, qui permet à tous les Mauriciens de communiquer entre eux. En plus de cela, nos enfants ont l'option d'apprendre une troisième langue, mais beaucoup apprennent 3, 4, qui sont les langues asiatiques, parce que notre population est d'origine aussi largement asiatique, et vient de l'Inde, de Chine et d'ailleurs. Nous apprenons à l'école, c'est possible, en option, l'hindi, une des grandes langues parlées du monde, le marathi, le télougou, l'ourdou, l'arabique et le mandarin. Mais c'est une richesse. La francophonie est plurilingue. C'est pas la recherche d'utiliser une langue au détriment de tous les autres. Et la question de la langue maternelle est cruciale, vous avez parfaitement raison. Beaucoup de pays ont fait cette erreur-là, dans un premier temps. Et aujourd'hui, les pédagogues le constatent, il faut que les enfants apprennent ce qu'ils ne connaissent pas, l'inconnu, par le connu. Et le connu, c'est la langue maternelle. Il ne faut pas qu'ils arrivent à l'école et soient aliénés par une langue que personne ne parle chez eux. Donc, c'est entendu. Mais justement, est-ce que dans vos projets, il y a justement ce volet de la promotion de la langue nationale pour qu'on puisse aujourd'hui, que les enfants dans les écoles primaires, dans les classes d'initiation, puissent apprendre avec leur propre langue maternelle? Mais c'est la mission fondamentale de la francophonie, qui est le respect de diversité linguistique. Dans les paroles, dans les textes, mais dans le concret. Évidemment. La première mission d'un État, c'est celle-là, de faire en sorte que ses ressortissants puissent parler leur propre langue. Okay? Et c'est le rôle de la francophonie de les aider. La francophonie n'a jamais cherché, ça n'a pas été le cas hier, ce ne sera certainement pas le cas demain, à imposer une langue au détriment des langues nationales, véhiculaires, vernaculaires. Pas du tout. Et même les pays francophones ont beaucoup contribué à l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la diversité. Donc la francophonie n'est pas la barrière, est un partenaire. Et il faut maintenant voir la pratique de la langue française comme un outil de développement, comme un outil de croissance, comme une valeur ajoutée. Il n'y a pas de lutte entre le français et les langues nationales. Mais est-ce que le gros problème que vous avez, vous, au niveau de la francophonie, ce n'est pas aujourd'hui l'anglais, où les plus grands cabinets d'avocats dans le monde parlent l'anglais, les plus grandes banques parlent l'anglais, les grandes institutions internationales, les FMI, la Banque mondiale, l'anglais prédomine. Aujourd'hui, ce qu'il y a un contentieux juridique à travers le monde, ce sont des tribunaux anglais qui sont les plus sollicités. Ça, c'est un handicap de la francophonie. C'est un handicap, et c'est la raison pour laquelle il y a de gros efforts à faire. Cela dit, je viens de lire une analyse de Forbes qui vient de publier un article fort intéressant qui titre sur le français. Ça peut apparaître tout à fait paradoxal à tous ceux qui disent que le français est en recul, est en déclin au profit de l'anglais, et qui fait du français une langue de l'avenir. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Encore une fois, liée à la question économique. Aujourd'hui, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, on peut démontrer qu'il y a un nombre de plus en plus grand d'Asiatiques, par exemple, qui souhaiteraient accéder au marché émergent d'Afrique francophone, sont en train de se mettre à l'apprentissage du français. Donc, le déclin n'est pas une fatalité, mais il faut se battre. J'ai vu moi-même des cas dans des organisations internationales, des francophones qui avaient tout à fait légitimité à parler la langue française, passer à l'anglais parce que ça fait chic, ça fait moderne, et ça c'est le danger. Donc l'anglais a sa place, et là encore, il ne s'agit pas d'un combat contre l'anglais.
L'anglais aura sa place, l'anglais a sa place, l'anglais aura sa place, mais il faut que le français retrouve toute sa place. Et cela est tout à fait possible. Mais c'est un combat, vous avez parfaitement raison. Et le combat, ce n'est pas de compter que sur la démographie. Je vois trop de discours qui disent « Oui, mais le français n'est pas menacé parce que dans X années, il y aura tant de francophones africains sur le continent, etc. » Mais la langue doit être vue comme un outil de développement. D'abord, un outil de développement personnel. Elle doit nous permettre de bâtir notre projet d'avenir, nous offrir des perspectives de formation, d'accès à l'université, et des universités francophones partout dans le monde, il y en a de grande qualité, de mobilité pour voyager dans l'espace francophone. L'espace francophone est énorme. Le français est présent sur 5 continents. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Mais il faut se battre pour la conserver, pour qu'elle garde toute sa place. Oui, si elle n'est pas pertinente, si elle n'apparaît pas pertinente à notre jeunesse, c'est de cela qu'il s'agit. Pour son développement personnel, son émancipation, sa place dans la vie de la société, sa capacité à progresser, oui, elle va disparaître au profit de l'anglais. Parce qu'il y a des offres concurrentes aujourd'hui, c'est certain. Donc c'est à nous de nous battre pour qu'elle reste pertinente dans la vie des francophones. Et je n'en connais pas d'autre moyen que de l'économie. Le faire valoir que cette langue est un outil au service de leur propre développement, non pas au service d'une ancienne puissance coloniale, non pas une langue de repli. Mais beaucoup de jeunes universitaires africains n'ont pas cette perception du français. Eux, ils préfèrent faire de l'anglais parce que ça a beaucoup plus de débouchés en termes de travail, en termes économiques, en termes d'insertion. Ils s'imaginent. Les nouvelles technologies sont faites en anglais. Et voilà, ils sont beaucoup plus proches de ça parce qu'ils l'utilisent tous les jours dans leur vie quotidienne que le français en tant que tel. Mais voilà, vous mettez le doigt sur le problème. C'est-à-dire, ils sont en train de s'imaginer que le français est une langue un peu ringarde, la francophonie est une organisation qui ne sert plus à grand-chose. Mais il faut leur faire la démonstration qu'ils se trompent totalement. Il faut que le français soit la langue, non pas seulement de l'élite, de la culture, mais la langue de la science, la langue par laquelle nous allons accéder au numérique. D'ailleurs, vous dites que c'est par le biais de l'anglais. Aujourd'hui, c'est même par le biais du chinois dans un certain nombre de nos pays. Bon, à plus forte raison que cela peut être possible dans le français. C'est le combat, c'est un combat. Rien n'est gagné d'avance. Mais ce que je suis en train de dire, que l'échec n'est pas une fatalité. Mais il y a des combats à mener. La francophonie, oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la francophonie est à la croisée des chemins. Soit elle va effectivement péricliter et que nous allons assister à une période de dépérissement de la francophonie, soit nous allons imaginer une francophonie d'avenir qui fait de la langue une valeur ajoutée, un outil présent dans nos vies, dans nos moyens de développement, dans le numérique, dans l'accès à l'Internet, dans la formation universitaire. Oui, c'est à cette condition que la francophonie gardera sa pertinence. Mais cela est possible. Voilà pourquoi j'entends certains débats sur le choix du prochain secrétaire général, etc., qui me semblent très éloignés des véritables enjeux. L'enjeu, c'est de décider quelle francophonie demain. Pour vous, la francophonie demain, c'est celle qui va mettre l'accent sur l'économie. Sur l'économie, le développement, la croissance, la science, le numérique, la modernité. Sortir de cette idée que la francophonie, c'est une idée de papa, c'est une idée même de grand-papa, et qu'elle est en train de perdre sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Cette idée, elle est fausse. Mais on peut comprendre, parce que quelquefois nos élites elles-mêmes ne parlent pas suffisamment haut et fort. Et la francophonie doit être plus audible, elle doit communiquer davantage, elle doit se dire aux francophones, mais se dire au monde, elle doit jouer sa place, et même elle doit établir des ponts avec les autres aires linguistiques. Moi j'en ai parlé au président Senghor, au président Diouf, pardon, qui en est parfaitement conscient. Il faut qu'il y ait des relations entre la francophonie et le Commonwealth. De toute façon, le président Senghor avait imaginé une francophonie qui serait un Commonwealth à la française, hein, c'est l'expression qu'il utilisait. Donc il faut revenir à ces idées
de base. Et il faut qu'on travaille dans du précis et du concret. Mais pour parler d'économie dans la francophonie, dans l'espace francophone, on a constaté qu'il y a des pays francophones qui ont beaucoup plus de moyens sur le plan de l'industrialisation, sur le plan du développement que d'autres pays africains. Et il y a une compétition que ces entreprises occidentales, françaises, même avec les petits PME et PMI africaines. Bien sûr, il y a les deux. Il y a des possibilités, évidemment, il y a des risques de compétition. Il y en a. Mais il y en a, mais ce ne sont pas les entreprises françaises occidentales qui menacent le plus il y a les Chinois aussi qui sont présents. Oui. Je suis passé au marché hier même et je m'inquiétais devant l'exposition des produits chinois qui sont capables de menacer les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Mais il y a des moyens par lesquels on peut les protéger. Mais il faut développer des partenariats gagnant-gagnant. Parce que quand on regarde le niveau de développement de nos partenaires du Nord à celui du Sud, on voit qu'il y a surtout des perspectives de complémentarité. C'est-à-dire que nos partenaires du Nord peuvent nous apporter ce dont nous avons besoin, de l'expertise, de la technologie, puisqu'ils sont en avance avec nous, sur nous. Et nous, si nous pouvons accéder à cette technologie grâce à leur soutien, grâce au partenariat à mettre en place, grâce à un partenariat gagnant-gagnant, il faut qu'ils trouvent la compte, sinon ils ne le feront pas. Mais que nous, on en profite. On peut faire des bons parce que nous, on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Il nous faut aller directement et immédiatement aux technologies les plus pointues. C'est ce que font déjà un certain nombre de pays en Afrique. Regardez aujourd'hui ce que fait le Kenya, par exemple, en termes d'utilisation du téléphone mobile, avec une pénétration aujourd'hui considérable sur le système financier. Et ça va aller très vite. Donc, nous avons du retard, c'est certain. Et nous avons des partenaires qui ont des expertises, qui maîtrisent des technologies que nous ne maîtrisons pas encore. C'est avec eux que nous devons travailler. Au sein d'une organisation où nous avons des valeurs partagées. Mais les valeurs partagées n'est pas que la langue. Mais la perception qu'ont de ce marché-là avec la francophonie, surtout les petites et moyennes entreprises africaines, c'est qu'en Europe, il n'y a plus de croissance pratiquement. La croissance, c'est en Afrique. Et que les entreprises européennes viennent en Afrique, dans des pays francophones, pour prendre leur place. Pour avoir une place, bien entendu. Et prendre leur place. Faire ce qu'ils peuvent faire. Non, ils ne peuvent pas prendre la place de ce qui n'existe pas. Nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Nous devons créer des entreprises. Et pour créer des entreprises, il nous faut des partenaires. Très souvent, nous n'avons pas les capitaux et nous n'avons pas l'expertise. Le partenaire est souvent déséquilibré. Dans un premier temps, je vous parle à nouveau, je ne vais pas faire de Maurice l'exemple absolu, le modèle absolu, mais je vous parle d'une histoire vraie, d'une histoire vécue. Les années 70, je vous disais que nous étions une économie à monoculture sucrière. À certains égards, c'est la situation de beaucoup de nos pays qui ont une industrie souvent extractive, etc., et rien d'autre à côté. C'était le cas de notre pays. Et quand nous avons cherché à nous industrialiser pour résoudre le problème du chômage, parce que vous savez, en 1982, j'étais ministre des Affaires étrangères, du tourisme et de l'émigration, parce que c'était la politique nationale de faire partir nos jeunes, parce qu'il n'y avait plus de perspective. Et mon job de ministre, c'était d'aller chercher des accords et des contrats avec les gouvernements étrangers pour faire partir la jeunesse de notre pays. Et ça c'est horrible quand on pense qu'un pays est obligé de mettre une politique de cette nature pour que ces jeunes aient une perspective. Mais on a cherché la solution. En cherchant la solution, nous avons dit, une des solutions qui nous apparaît évidente, c'est l'industrialisation. Mais comment faire l'industrialisation? Nous n'avons, comme vous dites, pas de capitaux. Nous n'avons aucune expertise. Que faisons-nous? Nous avons été chercher. Nous avons déroulé le tapis rouge aux investisseurs. En quoi faisant? Qui sont venus. En leur offrant des facilités. Nous avons créé des zones franches. Leur offrant des facilités que nous n'avions pas l'habitude d'offrir aux autres. De la détaxe. Enfin, on a créé un environnement
qui a intéressé des investisseurs étrangers, qui sont venus en très grand nombre. Ils sont venus de Chine, de Taïwan, de Singapour, d'Europe, un certain nombre d'entre eux, de France, d'Allemagne. Et dans les premières années de la création des premières usines, des grandes usines industrielles à Maurice, la zone franche était à 90% à capitaux étrangers. Et nous, on nous fournissait de la main-d'œuvre à bon marché, abondant. Et c'était même critiqué par certains d'entre nous qui estimaient que bon, ben, les étrangers venaient exploiter cette main-d'œuvre. En politique, les opposants, dont j'étais moi-même parmi les plus vocables, qui traitaient la zone franche de zone souffrance, parce que c'était comme une exploitation de la main-d'œuvre. Mais les dirigeants de l'époque expliquaient que c'était une voie obligée. Aujourd'hui, et ça n'a pas mis 40 ans, beaucoup plus rapidement, les capitaux de la zone franche sont à 80% mauriciens. Et c'est la main-d'œuvre qui est partiellement étrangère. Maintenant, nous importons la main-d'œuvre parce que nous n'en avons pas suffisamment. Parce que nous avons appris, nous avons maîtrisé la technique, nous avons appris de ces partenaires-là les techniques de commercialisation des produits que nous ne connaissions pas. Et aujourd'hui, c'est nous qui créons des usines en Chine, en France, en Afrique, en Inde. Alors, c'est une voie obligée. Quand vous n'avez pas ce dont vous avez besoin, vous allez les chercher là où vous pouvez les trouver. Et la beauté de la francophonie, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Nous avons des partenaires au nord, en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, qui sont nos partenaires avec qui nous travaillons, qui partagent avec nous une même vision du monde, avec qui nous pouvons travailler. Évidemment qu'ils vont chercher leurs intérêts, mais nous allons y trouver le nôtre, au profit de notre jeunesse. Et les partenaires qui marchent sont les partenaires gagnants-gagnants. Oui, mais ça, c'est le modèle de l'île Maurice. La francophonie, c'est plus vaste que ça, que l'île Maurice. Chaque pays a sa propre culture, sa propre spécificité, sa façon de gérer. Comment vous, si vous êtes élu secrétaire général de la francophonie, allez-vous démultiplier ou bien proposer ce genre de modèle dans les pays francophones? C'est répliquer le modèle. Au fait, ce modèle... C'est pas la même culture. C'est pas le même rapport avec le travail. Il n'y avait même pas de culture. C'est pareil. Nous étions... Il n'y avait aucune culture. Je vous le disais, il n'y avait aucune connaissance de l'industrie. Nous avons tout appris. Mais les Africains... Tu parles de rapport avec le travail. De la même manière. Mais c'est une culture. Et c'est pas inné, c'est acquis. Et les Africains, comme les autres, peuvent acquérir cette maîtrise, cette discipline industrielle. C'était pas donné. Nous avions une culture essentiellement agricole. Depuis 3 siècles, nous ne faisions que le sucre. Chez nous, c'est pareil. On est dans une culture industrielle. Rien de tout ça. C'est venu dans le temps. Et c'est ce que les Africains peuvent faire, mais encore plus rapidement, en passant par des étapes, en éliminant au contraire un certain nombre d'étapes. Alors, c'est possible. Mais il faut du volontarisme, il faut une volonté, il faut bien entendu la volonté politique de nos États. Il faut qu'on se mette d'accord sur les préalables. Les préalables, c'est la stabilité, c'est l'état de droit, c'est l'ouverture. Il faut développer vis-à-vis des capitaux étrangers, vis-à-vis de la technologie, rien. La technologie, c'est si vous avez les moyens, vous l'achetez. Comme les Chinois l'ont fait, comme les Japonais l'ont fait avant eux, comme les Africains commencent à le faire de plus en plus. Et j'ai vu, par exemple, quelques études africaines qui tentent à envisager cette industrialisation en s'appuyant, dans un premier temps, mais pas exclusivement, sur les ressources naturelles de l'Afrique. Mais ça a du sens d'ajouter de la valeur aux ressources qui sont déjà disponibles. Et ne venez pas me dire que les Africains ne seront pas capables de créer des entreprises. Quand nous voyons c'est quoi déjà le secteur informel africain qui exprime la débrouillardise africaine. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces petites entreprises africaines qui confectionnent, qui vendent, qui achètent, qui revendent, qui importent, qui exportent?
c'est un esprit entrepreneurial. Maintenant, évidemment, il faut développer une vision stratégique, plus grande, plus large. Il faut créer les conditions pour aller plus loin, plus haut, plus vite. Mais c'est tout à fait possible. Et il n'y en a pas d'autre. Si vous connaissiez un autre moyen par lequel nous pouvons créer les emplois que notre jeunesse attend, moi je veux bien l'envisager, mais j'en connais pas d'autres. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. C'est ce que les Chinois ont fait en Asie. Il n'y a pas si longtemps. Moi je connaissais la Chine, je visitais la Chine dans les années 70, mais j'ai vu ce bond en avant. Et c'était quoi le modèle chinois dans un premier temps? Vous dites, le modèle, oui, mais ça c'est une culture, c'est un pays différent, ça ne peut pas s'appliquer. Voyez ce qui s'est passé en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en Chine? Le développement chinois, l'industrialisation, les New Administrative Areas, comme ils appellent, qu'ils ont créés, c'est Shenzhen, au sud de la Chine. Mais c'était quoi Shenzhen? Shenzhen, c'était une imitation de Hong Kong. Les Chinois avaient été voir le développement qui se faisait à Hong Kong, et ils se sont dit, bon, on ne peut pas généraliser ça sur toute la Chine, on va répliquer le modèle hongkongais dans une région particulière de Chine. On va faire Shenzhen. Shenzhen démarre, nous sommes dans les années 70, les années 80, devient deuxième Hong Kong, et devient finalement encore plus important que Hong Kong. Et que font les Chinois? Ils multiplient le modèle Shenzhen. Aujourd'hui, il y a 50, il y a 100, il y a des milliers de Shenzhen dans la Chine tout entière. Ça a commencé dans les régions côtières. Aujourd'hui, ça va dans les régions intérieures et ça a donné de l'emploi à des millions de Chinois. Et ça fait de la Chine aujourd'hui l'usine du monde. Mais cette culture-là n'existait pas en Chine non plus. Oui, mais au-delà de ce modèle chinois qui s'est dépliqué, qui a permis à la Chine de s'en sortir aujourd'hui, les Chinois eux-mêmes s'installent en Afrique. Ce n'est pas seulement par le biais du commerce. Dans des universités africaines, ils installent des instituts de Confucius qui apprennent aux jeunes Africains à parler chinois, qui voyagent en Chine pour apprendre la langue chinoise. C'est un concurrent sérieux pour la francophonie, ça? Bien sûr que c'est un concurrent. C'est un concurrent, mais c'est une chance aussi pour nous. Soyons vis-à-vis des cultures et des langues totalement ouvertes et décomplexées. Si ça nous représentera pour la jeunesse africaine une meilleure chance, elle va s'en saisir. Et c'est en train d'arriver déjà. Il y a des jeunes Africains qui se font former aujourd'hui en Chine, y compris en médecine et dans d'autres matières techniques et scientifiques. C'est en train d'arriver. Mais ce n'est pas, ça se fait pas à notre détriment. Tant mieux si nous avons des options. Tant mieux si nous avons la possibilité de nous ouvrir davantage. Et tant mieux si nous pouvons apprendre aussi le chinois. Mais il se trouve que historiquement, nous appartenons à cet espace francophone où, depuis des décennies maintenant, nous avons appris à travailler ensemble, à développer un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs ne sont pas que françaises, elles sont européennes. Elles s'enracinent dans des traditions humanistes européennes. Elles s'enracinent dans le concept africain de civilisation universelle. Et elles s'appuient sur une langue qui est internationale, qui est la langue française, mais que nous nous sommes appropriés, que nous fécondons, que nous avons trituré pour en faire notre langue. Nous parlons, ni vous ni moi, ne parlons français comme un Français. Justement, au moment où aujourd'hui la Chine ouvre ses frontières à la jeune génération francophone africaine, même qui va là-bas apprendre l'anglais, où les Anglais, les Américains, les Canadiens ouvrent davantage leurs frontières pour les étudiants. On constate que l'espace francophone, la France en tout pays, c'est de plus en plus difficile pour les artistes, pour les étudiants, d'avoir accès à des visas pour l'étudier. Et de plus en plus des étudiants qui étaient venus en France quittent la France pour aller dans les zones anglo-saxonnes. Alors, vous ramenez à chaque fois donc la francophonie à la France. Pas seulement la France. Pas que seulement la France. C'est la tête de pont. C'est pas la France. Mais vous avez raison. Vous avez raison. On ne peut pas parler de francophonie, on ne peut pas parler d'espace si on crée les barrières. L'idée, c'est d'abolir les barrières. Et donc la question de la mobilité, la question de l'accès aux universités est une question fondamentale qu'il faut régler. Et en période de crise, l'erreur de nos amis du Nord serait de développer une frilosité, de se refermer, de développer une espèce de francophonie de repli.
ce serait une erreur catastrophique. Parce qu'il y a un lien établi entre le rayonnement culturel et la pénétration commerciale. Moi, on a vécu ça dans mon propre pays aussi. C'est comme ça d'ailleurs que le français a progressé. Oui, ces questions, le visa francophone, c'est une question qui doit être posée. Les questions de migration doivent être posées. Les questions d'accès à l'université doivent être posées. Il faut que les questions qui fâchent soient discutées. Ça ne peut pas être une francophonie feutrée où on se réunit, mais on ne parle pas des vraies questions. Il faut que ces questions-là soient posées et tout le monde a à y gagner, y compris nos partenaires du Nord. Vous ne voulez pas qu'on parle souvent de la France comme étant... La France, c'est l'une des... Quand même, c'est elle qui décide sur beaucoup de choses par rapport à la francophonie. Si elle n'est pas d'accord, c'est pas facile de lire le secrétaire général de la francophonie parce qu'elle joue un rôle de tête de pont. Mais souvent, quand la crise sévit en France, les francophones qui sont en France subissent des difficultés, des problèmes, d'expulsion, d'immigration, même de racisme. Et les gens ne parlent de francophonie quand ça les arrange. Quand il y a des problèmes, voilà, vous rentrez chez vous. Oui, mais il faut que nous-mêmes, nous cessions de considérer la francophonie comme la chose de la France. La langue française n'appartient plus qu'à la France, et cela depuis longtemps. Mais c'est la tête de pont, la France. Bien sûr, mais pas que. Il y a d'autres pays qui sont aussi de l'influence au sein de la francophonie, comme le Canada, d'ailleurs, au point que le Canada présente un candidat. Donc ça pourrait demain être une francophonie dirigée par le Canada. Bon, j'espère que les Africains vont s'unir pour faire en sorte que ce qui a été le pacte d'Hanoï, qui veut que le poste de secrétariat aille à un homme du Sud, ou une femme, un Africain, sera respecté au prochain sommet de Dakar. Je crois qu'il va de notre intérêt tous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de la francophonie? C'est notre affaire à tous. Que la France, pour des raisons historiques, vous connaissez l'histoire, thèse d'un poids particulier, peut-être même dans certains cas cherche à peser sur des orientations, ça peut être légitime et naturel et compréhensible. Maintenant, c'est à nous de nous organiser. Et cela dit, par rapport au prochain sommet de Dakar, par rapport à cette nouvelle orientation de la francophonie, j'entends beaucoup à Paris le discours qui souhaite une francophonie d'ouverture, par exemple ce discours d'une francophonie plus universelle qui s'intéresse par exemple à la région de l'océan Indien, à l'Afrique anglophone, orientale et australe, je l'entends dans beaucoup de milieux de Paris. Il y a des gens qui pensent que la francophonie doit justement s'ouvrir davantage, doit créer des liens avec les autres aires linguistiques, anglophones, arabophones, lusophones. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée. Je n'entends nulle part de repli ou une espèce de défense d'arrière-garde de la culture française. J'entends le discours de défense de la langue française. Mais ça, c'est notre combat aussi. Mais cela intervient dans un contexte aujourd'hui où il y a une grande offensive des États-Unis en Afrique. On vient d'assister à un sommet où le président américain a réuni pratiquement plus de 54 chefs d'État africains. La plupart d'entre eux sont des francophones. Les États-Unis ont décidé aujourd'hui de venir investir en Afrique. Là aussi, ça peut être un grand concurrent de la francophonie. Mais bien sûr, mais tant mieux. Que ça nous ouvre des perspectives, que ça nous ouvre des options, c'est qu'on ne soit prisonnier de rien du tout, en tout cas pas de notre histoire. Mais les relations internationales dans le monde, c'est un rapport de force. Mais bien entendu. Est-ce que la francophonie a assez de force pour faire face à la grande Amérique? Bien entendu, si elle est unie, si elle parle d'une même langue, si elle promet ses valeurs, si elle parle, si elle exerce véritablement ce magistère d'influence. Enfin, c'est 57 pays votants, mais enfin, c'est plus là. Qui ne parlent pas souvent le même langage sur des dossiers internationaux. Mais c'est qu'elle doit rechercher. C'est qu'elle doit rechercher. Mais quand ce n'est pas possible aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout le temps. Ça aussi, ça, c'est un danger, parce que c'est comme ça que ça nous mène vers une espèce de francophonie, de consensus mou. Mais c'est que reproche beaucoup d'observateurs la francophonie. Sur ce qui s'est passé en Israël avec Gaza, on n'a pas entendu trop la francophonie. Hein?
Enfin, on n'a pas entendu, ça ne veut pas dire qu'elle a été inerte, hein, je ne sais, on ne peut pas dire, mais vous avez raison, il faut qu'elle soit plus audible, il faut qu'elle parle, il faut qu'on l'entende, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'on puisse comprendre dans quelle direction veut-elle aller. Alors, vous êtes en train de conclure peut-être qu'il faudrait peut-être à la francophonie aussi un homme de communication. Il faut qu'on communique. Il faut faire, il faut avoir le savoir-faire et il faut faire savoir. Ce que la francophonie ne fait pas suffisamment. C'est pas qu'elle ne fait rien, mais elle n'est pas suffisamment visible. Pas plus tard que d'ailleurs cette semaine, hier même, je voyais une émission à la télévision d'État sénégalaise où Ousmane Paye, le fidèle conseiller du président Diouf, faisait le point sur l'avancée des travaux pour le sommet de Dakar et expliquait les grandes questions qui seront débattues dans les différentes commissions, etc. C'est dans le cadre d'une émission qui s'appelle Parlons Francophonie, qui passe au Sénégal. Je l'ai appelé pour lui dire, mais cette émission, il faut s'assurer qu'elle soit vue dans tous les pays francophones. Il faut développer une stratégie. Parler francophone, en l'occurrence parler francophone, c'était parler aux Sénégalais, qui ont été chanceux. Moi, je lui ai dit que j'ai appris plein de choses sur l'organisation du sommet, sur les questions qui vont être débattues, sur les thèmes qui sont en train d'être discutés dans les travaux des commissions, mais ça a besoin d'être partagé à l'ensemble de la famille francophone. C'est pas fait. Alors qu'il y a des outils. Il y a des chaînes de télévision, il y a des accords avec les radios. Il y a une frilosité, il y a comme un problème, comme des inquiétudes. Il faut y aller, sinon, effectivement, on va perdre de la place. On avait commencé par votre candidature pour le 29 et le 30 novembre. Le Sénégal va tenir le sommet de la francophonie avec le départ d'Abdou Diouf qui a fait 2 mandats. Vous avez des candidats qui ne sont pas des moindres. Il y a Michel Jean du Canada, il y a Pierre Bouya, Djekounda Traoré, il y a Henri Lopez aussi, qui peut-être va revenir aussi pour notre candidature. Quelles sont vos chances? Bon, ne me demandez pas de faire un audit de toutes ces candidatures. Je suis un candidat qui a un projet pour la francophonie. Je sens que cette candidature est soutenue. Est-ce qu'elle est suffisamment soutenue pour faire que je vais arriver jusqu'au bout? Je le crois, je le pense, je le souhaite. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique francophone de se mettre d'accord sur un candidat de consensus commun. Ce serait une grave erreur d'arriver à ces élections en ordre dispersé. Il y a un pacte, qui est le pacte d'Hanoï, qui veut que ce poste aille à un homme du Sud. J'espère qu'il sera respecté. Je sais que nos chefs d'État et de gouvernement avec qui j'ai discuté souhaitent qu'il le soit. J'ai des échos extrêmement favorables. Je suis reçu avec chaleur là où je vais. Vous avez le soutien du Sénégal? Y compris ici au Sénégal, où il ne me semble pas qu'il y ait des contentieux, mais nous ne sommes pas encore au moment du vote. Le Sénégal a en plus une obligation de réserve, de neutralité, du fait que c'est le pays qui va recevoir le sommet, et comme vous dites, tous les candidats. Donc en temps et lieu, nous verrons ce qui se passera. Je ne vais pas évaluer, mais je suis là pour gagner. Abdou Diouf a fait 2 mandats. Il va sortir parce qu'il veut 3 mandats. Il ne veut pas de 3e mandat. Il veut se reposer parce qu'il a comme une carrière internationale. C'était l'ancien président du Sénégal. Au niveau de la francophonie, il a plus joué sur le plan politique. Si vous êtes élu, quelle est la différence que vous feriez entre vous et Abdou Diouf en termes de gestion de la francophonie? Bon, vous savez que le secrétaire général, il est au service de nos États.
La francophonie, très largement, son action, sa stratégie est basée sur vous avez vos touches personnelles. Les impulsions que donnent les États. À partir de là, effectivement, il y a une contribution personnelle. Celle d'Abou Diouf a été d'exercer ce qu'il a appelé lui-même ce magistère d'influence sur le plan politique. Et il a eu une contribution considérable. Et nous en avons beaucoup parlé, puisque vous savez que l'OIF a eu une contribution dans la résolution de la crise malgache. Et que moi-même, en tant que secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, j'ai travaillé avec les représentants de l'OIF et j'ai eu l'occasion de discuter à 2 reprises avec le président Diouf et on a bien senti que nous étions sur la même longueur d'onde, ce qu'il s'agissait de faire pour aider Madagascar à sortir de la crise et à devenir un pôle de stabilité dans notre région. Et c'est dans l'intérêt de l'ensemble de cette région de l'Indienne Océanie. Ce que moi je vais apporter, et j'en ai parlé au président Diouf, et il est tout à fait sur la même longueur d'onde, il ne le conteste pas, c'est apporter cette dimension économique, qui n'est pas nouvelle dans le discours, mais je suis un homme pragmatique, je suis un homme de terrain, j'ai été aux affaires, j'ai créé des organisations, j'ai créé des entreprises, j'ai participé au développement de mon pays, et c'est cette expérience que je souhaite mettre à la disposition de la francophonie, non pas pour donner de leçons à qui que ce soit, mais pour expliquer le possible et le faisable, et en étant pragmatique et en s'appuyant sur ce qui aura de la pertinence pour notre jeunesse. Parce que c'est mon inquiétude du futur de l'Afrique. C'est quel emploi, quelle perspective pour notre jeunesse. Et si nous ne pouvons pas parler à notre jeunesse et leur dire que la francophonie est un outil à votre disposition, est un moyen par lequel vous allez réaliser vos propres ambitions, notre jeunesse va se détourner de la francophonie et la francophonie connaîtra un dépérissement, une mort lente. Donc moi, c'est ce que je souhaite apporter à cette francophonie de demain. Merci infiniment à M. Jean-Claude de Lestrac. Je rappelle que vous êtes candidat pour le secrétaire général de la francophonie. Vous êtes actuellement secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Vous avez été ministre des Affaires étrangères chez vous et ministre aussi de l'Industrie chez vous, que vous comptez apporter, si vous êtes élu, une touche économique beaucoup plus pragmatique et réaliste à la francophonie. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous. Au revoir. Merci.